Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette rencontre, une rencontre qui est le deuxième moment de ce festival Volk, des Volk deuxième édition, c'est l'Opus 2. Et je suis accompagnée de Pascale Berthelot, qui est une des deux directrices artistiques de ce festival, avec Carole Roth-Dauphin, et qui va donc nous expliquer quel est l'enjeu de ces rencontres et quel est l'enjeu des différentes activités que vous proposez au festival. Écoutez Corinne, je vous remercie vraiment de me laisser juste la parole 2 minutes, juste 2 minutes, pour représenter donc l'association Les Volk qui organise ce festival en partenariat évidemment avec la ville de Nîmes, la région, la DRAC, tous les mécènes qui nous accompagnent et évidemment le public magnifique qui depuis mardi en tout cas nous suit. Et ces rencontres particulières ont été organisées dans un but de croisement en fait et de discussion plurielle. Autour d'un objet même pratiquement inidentifié, de manière à quand même laisser un espace justement libre aux compositeurs invités et aux partenaires qui sont avec nous aujourd'hui, et vous, le public également, pour pouvoir avoir une interaction directement humaine et en présence avec tous nos invités. Voilà. Donc cette année, c'est Helmut Larrenmann qui est ici avec nous présent. Mais bien évidemment, vous voyez à sa gauche Philippe Manoury, que vous connaissez bien, puisque c'était notre invité de la première édition. Gilbert Nuno également. Et donc Frédéric Hahn, qui arrive directement de Cologne. Et évidemment Corinne Schneider de France Musique, qui va vraiment nous faire le grand plaisir d'animer cette belle rencontre. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, et au nom de l'association et de notre président François-Xavier Roth, voilà, nous vous souhaitons vraiment un très bel après-midi et j'espère soirée ce soir au Pont du Gard avec le trio Catch et les solistes des siècles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascale Berthelot. Donc tout le monde a été présenté. Je vous représente Gilbert Nuno qui est compositeur, Philippe Manoury, compositeur, Helmut Larrenmann, compositeur, et Patrick Hahn, qui est dramaturge de l'orchestre du Gürzenich à Cologne, et qui cette année va présenter avec moi les différents concerts. Donc nous serons en duo, ce sera à un 4 mains tous les soirs. Alors pour faire le relais entre Philippe Manoury et Helmut Larrenmann, je vais revenir un instant à Philippe, qui l'année dernière, pour la première édition de ce festival, était accouplé, si je puis dire, à Beethoven. C'est-à-dire, c'était un dialogue Manoury-Beethoven. Cette année, c'est Schubert, Philippe. Alors, pouvez-vous nous dire quel est le lien que vous pouvez entretenir avec la musique de Schubert? Est-ce que vous vous sentez plus proche de Beethoven? Parce que l'année dernière, vous nous avez beaucoup parlé de Beethoven. Vous vous sentez plus proche de la musique de Beethoven que de celle de Schubert? J'ai beaucoup plus fréquenté celle de Beethoven que celle de Schubert. Marche pas. C'est pas mieux. Oui. Non, j'ai beaucoup plus fréquenté la musique de Beethoven que celle de Schubert, surtout pendant mes études de piano. Et évidemment, Beethoven représente un monument qui se dresse devant nous, qui est très intimidant et avec lequel on ne peut que se confronter avec une certaine appréhension, quoi. C'est tellement... Et Schubert, je l'ai découvert un peu plus tard, évidemment, mais lui, c'est plutôt du registre plus intime. Et j'ai beaucoup étudié les sonates pour piano de Schubert, ces quatuors à cordes aussi, qui sont magnifiques, parce que on voit Schubert comme quelqu'un de, à la limite, plus simple que Beethoven, mais je pense que c'est pas vrai. Les derniers quatuors de Schubert sont extrêmement complexes comme écriture. Et j'ai beaucoup aussi écouté et puis même analysé ses leaders. Et on trouve justement beaucoup de ces recherches dans les sonates, puisqu'on sait que ces sonates étaient vraiment de vrais laboratoires chez Schubert. Et on trouve des procédés d'accompagnement de la mélodie qu'on retrouve dans les leaders. Il y a un lien entre les deux. Ça, au niveau compositionnel, c'est intéressant chez Schubert. Oui, et puis il y a ce côté obsessionnel chez Schubert qui est tout à fait particulier. Et j'ai même écrit une étude pour piano qui est basée sur le deuxième mouvement de la sonate opus posthume de Schubert en ut dièse mineur,
Et ça, c'était un souvenir de Sviatoslav Richter, qui jouait ça de manière absolument extraordinaire. Il y a toujours cette même note qui est frappée en bas, quelque chose de très, je dirais pas uniquement obsessionnel, mais presque tragique, tragiquement obsessionnel. Ouais. Donc ça, c'est finalement un objet trouvé chez Schubert, et vous vous en êtes emparé de ce geste, de cette note, ce qui me fait tout de suite penser au thème de Schubert que vous avez varié dans une œuvre et que nous allons entendre. Comment est-ce que vous appelez cette référence, vous, Helmut Larelmann? C'est une référence, c'est un emprunt, c'est un point de départ, c'est une stimulation? C'est pour moi pas facile de donner une réponse. Je n'ai pas fait une différence. Comme enfant, j'ai préféré jouer les impromptus de Schubert, c'est clair, c'est si beau, c'est si agréable en même temps. Et Beethoven, c'était un peu plus pianistiquement aussi plus différent. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire. Ce sont deux étoiles. Je ne peux pas dire que cette étoile me plaît plus que l'autre. Et chez Schubert, on peut qualifier la relation qu'on a aux deux étoiles. On peut qualifier la relation. J'ai eu 20 ans. C'est parce que j'ai joué ça au les sons de piano et jamais j'ai fait des variations. Et une fois dans ma vie, j'ai voulu faire des variations. Et c'était aussi dans le temps quand je n'ai pas connu la musique quasi soi-disant avant-garde. Et j'ai fait un jeu avec la structure de cette musique. Par exemple, la dernière variation, c'est seulement l'addition de les premières 4 notes de la mélodie. Il faut maintenant, comme ça. Mais c'est que Schubert, je ne sais pas comment dire en français. Les enfants, quand ils se sentent tristes et sont solitaires, quelquefois, ils se consolent comme ça. Et Schubert est un peu un type qui se console comme ça. Il était pas loin dans les rues à Vienne de Beethoven. Il n'était pas seul, il avait des amis, beaucoup, mais il était très solitaire. Et pour moi, c'est ma prévost. Il prend des accords que je connais déjà depuis Jean-Sébastien Bach, même une harmonie au mi bémol majeur. Et il la répète, il reste là, il ne la laisse pas. Et après, peut-être, il fait un do mineur, la fameuse impromptu en sol bémol majeur. Il reste là, il ne le laisse pas. Ça veut dire, cette musique, il semble être plus simple, mais c'est une chose de dialectique. Le contexte de quel ça vient, au même de la Winterreise, ça commence par exemple, ça pourrait commencer en do mineur, mais quand ça vient en do majeur, il me vient les larmes. C'est si désolé et triste quand ça vient majeur, oui. Beethoven, il a cru lustig, traurig. Ça veut dire majeur, mineur, oui. C'est un peu gai, triste, primitif, oui. Gai, triste en français, oui. Et de Schubert, on ne sait jamais, on comprend que il faut toujours un peu écouter le contexte de ça. Et c'est notre contexte encore. Alors, je connais pas mal, par exemple, le chef Michael Gielen, qui était un chef d'orchestre terrible, sadiste. Et quand il a dirigé une volende de l'infini, il commence à pleurer. Et ce n'est pas de kitsch, c'est totalement plein d'esprit. Mais cette chose-là dedans, je crois, après ça, de Schumann et de Mahler, on peut toujours trouver ce que j'ai maintenant, c'est un peu, je ne sais pas, appeler une situation dialectique. Pas seulement être
contrôler ou écouter les sons, mais sentir que ça vient d'une situation qui est très forte, et peut-être encore notre situation. D'aujourd'hui. Voilà, oui. Et vous, Gilbert Nuno, alors on sait que vous travaillez énormément, d'ailleurs vous vous définissez comme un artiste des sons, hein, et vous travaillez beaucoup avec les arts visuels aussi, mais aussi avec l'informatique, comme Philippe Manoury d'ailleurs, mais peut-être plus spécifiquement encore, et parfois exclusivement aussi, sans l'utilisation des instruments traditionnels. On a les deux chez vous, hein, les deux types de musique. Quel regard vous avez d'une manière générale sur le passé ? Hein, Schubert, Beethoven, d'accord, mais d'une manière générale avec le passé. Est-ce que pour vous, c'est comme ce que disait Hegel, le fardeau de l'histoire? Est-ce que c'est un fardeau qu'il faut porter, ou est-ce que vous regardez comme une ressource ce patrimoine gigantesque qui vous précède? Oui, ce qui est assez fort, c'est d'ailleurs en entendant Philippe Manoury et Helmut Lachenmann parler avec une telle passion de Beethoven et de Schubert, c'est de voir comment ces compositeurs portent jusqu'à maintenant une énergie de création à travers leur musique. Et je pense que moi, évidemment, je ne suis pas spécialiste aussi je suis guitariste et contrebassiste, donc pas pianiste, mais quand même avec un regard toujours sur la musique classique qui traverse les siècles et qui nous emmène vers une contemporanéité qu'on peut trouver justement dans une exploration de l'harmonie qui était quand même assez extraordinaire et qui à la fin de la vie de Schubert et de Beethoven est effectivement très on va dire beaucoup moins classique d'une certaine manière, et qui vous émerveille toujours, donc. Beaucoup plus moderne, et qui va porter les sonorités et surtout les éléments de geste. Et ça, je pense que c'est aussi très important de pouvoir s'inspirer à la fois des structures et de trouver beaucoup plus d'informations dans la musique classique, qui est une ressource vraiment extraordinaire. Et les sonorités qu'on peut, à l'aide de nos outils numériques maintenant, aussi analyser, transposer dans d'autres dimensions, croiser à l'aide de technologies multimédia. Justement, on peut se référer, réutiliser à la fois les structures et puis chercher à travers les sonorités qui ont déjà été créées par le passé. Et ça, je pense que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir toujours une ressource. Oui, se ressourcer avec ces éléments-là. Et alors, du coup, j'ai une question pour Patrick Hahn, qui lui s'occupe donc au sein de l'orchestre de la relation des œuvres. Il est dramaturge, donc il s'occupe des programmes, aussi de l'aménagement artistique des œuvres entre elles. Donc la question que j'ai à vous poser, Patrick, c'est comment faire cohabiter les œuvres de création des compositeurs tels qu'ils sont avec nous, qui créent aujourd'hui, avec les œuvres du passé au concert. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on regarde avant tout quand on construit un concert, tel que vous pouvez le faire, ou accompagner les concerts qui sont construits au Gürzenich Orchester avec François-Xavier Roth. Quelle dialectique, pour reprendre le terme de M. Lachenmann, observez-vous entre la création et les œuvres du passé? Qu'est-ce que veut jouer le soliste, naturellement? Non, naturellement, ce n'est pas la question qu'on se pose. Heureusement. Un concert, c'est toujours une constellation. Et c'est rare qu'on a vraiment des constellations tellement fortes comme on a ici, chez les Volk, où c'est vraiment un double portrait. Mais qu'est-ce que ça peut donner, une constellation? Si c'est une bonne constellation, on peut apprendre plus sur les pièces si on les aurait jouées eux-mêmes seuls. Et qu'est-ce que je cherche dans mon travail? Qu'est-ce que c'est le travail d'un dramaturge? Moi, je pense que c'est plutôt de comprendre les pièces de leur temps, des circonstances, de leur création. Parce que c'est assez facile d'avoir une perspective d'aujourd'hui sur les pièces. On peut très facilement avoir une perspective du rôle de Monostatos dans La Flûte enchantée, mais c'est plus difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que Mozart a créé Monostatos? Comment il a créé? Qu'est-ce que c'était dans ce temps? Et mon travail de dramaturge, c'est où j'essaie de créer des constellations
où on peut vraiment revivre le choc qui était une nouvelle pièce, peut-être dans le temps quand c'était joué. Parce que ce que je pense, ce qui est une très grande chance avec un orchestre symphonique, c'est vraiment qu'on peut créer des constellations où on peut comprendre ce qu'il y a du nouveau dans l'ancien et de l'ancien dans le nouveau. Parce que comme on peut comprendre quand on entend Philippe Manoury et Helmut Lachmann parler, il y a des relations. Même si c'est des relations étranges ou loin, on peut quand même voir des aspects qu'on n'avait pas vus. Ce qu'on ne peut pas faire si on a seulement un concert où on fait 3 créations, comme on fait normalement dans les festivals de musique contemporaine. Je trouve que c'est très intéressant de vraiment créer des liens entre des musiques qui semblent au premier moment un peu loin. Alors, pour autant, il y a une question qui se pose, et je vais la poser à Helmut Lachmann, parce que pour nous, en France, et ce depuis 40 ans, vous êtes plus de 40 ans, considéré comme un compositeur radical. Radical. Et cette radicalité, lui aussi, Philippe Manoury aussi également. Mais justement, on va essayer de qualifier cette radicalité, de la distinguer entre vous deux, voire trois. Alors, je vous cite, Monsieur Lachmann. En 1975, vous vous souvenez ce fameux autoportrait. Vous faites un autoportrait à Donaueschingen. Et vous parlez de 2 œuvres très importantes pour vous, c'est Air et Théma, que nous allons entendre au concert au cours du festival. Et vous dites cette phrase, c'était comme un manifeste en 1975. Ces 2 œuvres, c'est 1968 pour le public. Air und Thema. Et Air und Thema. Et vous dites, ma musique est un refus. Alors que là, vous nous décrivez des liens. Ma musique est un reflux, attendez, rigoureusement déconstruit, une exclusion des attentes auditives qui se présentent à moi comme prédéterminées par la société. Donc vous voulez rejeter quelque chose. Alors qu'on a commencé cette séance en parlant des liens qui accompagnent votre musique, des musiques du passé. Alors, quelle est cette histoire de rejet? Qu'est-ce que vous voulez rejeter finalement à cette époque-là? Alors, j'ai dit ça, j'ai écrit ça dans le temps quand les étudiants rébellant contre les autorités, c'était aussi à Paris, il y oui, avait 68. pas mal de choses en Allemagne. Et tous les soi-disant, je n'aime pas la parole, soi-disant avant-gardistes, ils ont seulement parlé de leur structure, de leur manière, du matériel, des choses-là. Et le public dans les concerts, le publicum, il a voulu avoir une expérience belle. Et il y avait Boulez, quand il écrit Musik denken heute, penser la musique aujourd'hui, il a écrit, oui, maintenant ça vient la question pour l'esthétique, mais je préfère de me tourner en mot table et écrire. Et je ne voulais pas laisser cette parole de beauté à un public plus ou moins conservatif, c'est bien, conservatif, mais aussi qui ne veut pas être dérangé dans son monde. Alors, de ça, j'ai dit, beauté, c'est la revue de la côte. Ce n'est pas complet, ce n'est pas suffisant pour décrire la beauté. Il y a pas incroyable chose, je ne vais pas citer de Rilke, beauté, c'est le bord du terreur qu'on peut encore supporter. C'est le bord du an der Grenze des Todesschreckens. Ah oui, la frontière. Oui. Oui. La beauté, oui, c'est la frontière il a, de la terreur la de la beauté, mort. c'est une chose, on est au bord du terreur insupportable, encore à supporter. Mais c'est Rilke seulement. Et Rilke aussi, tu dois changer ta vie quand tu as eu cette expérience. La beauté est devenue une chose plus ou moins commerciale. C'est très beau de vous avoir ensemble maintenant, et comme ça, on dit schön, dass Sie hier sind. La parole, toute la langue est totalement
chargé des choses bon marché qui ne sont pas justes. Même la parole de l'art et tout ça. Et je n'ai pas voulu laisser ça. Mais en même temps, j'ai dit, je crois, un compositeur, je dois maintenant Gilbert ou Philippe, je ne me sers pas de sa parole, je ne parle pas jamais de beauté. Ça arrive. Si un compositeur est totalement obsessionné d'une idée, pas seulement sonore, mais de donner une autre lumière à ce qu'on connaît. Ce qu'a fait Schubert. Le Do majeur, je connais de la Jupiter-symphonie, je connais du Bach, je connais de la création de Haydn, mais dans le quintet, c'est un autre. C'est une autre son. Mais il ne faut pas chercher des choses intéressantes. Je déteste la parole intéressante. Qu'il est venu et me dit, ah, monsieur est très intéressant. Je suis. Et Si je dis à ma femme ou à ma aimée, je t'aime, c'était intéressant. Alors c'est fini, hein? J'espère que ça finit. Mais alors, si je vous entends bien, vous nous parlez de la perception, en fait. Quand vous parlez de la société prédéterminée, ou du moins ce que l'écoute, ce qu'on a tous dans l'écoute, on va dire, en bien commun, vous voyez, ou la manière dont on écoute communément, c'est ça que vous interrogez, en fait. Ou c'est ça que vous entendez renouveler aussi, alors? Je crois que si un homme... Nous sommes monsieur un compositeur, prend son énergie créative pour faire quelque chose avec les moyens qu'il connaît, parce que il a joué de partout à cordes, fait pour orchestre, ce sont les choses que je n'ai pas inventées. Un tam-tam, c'est volé de notre culture. J'ai écrit avec mon crayon, tam-tam, baguette douce, piano. J'ai composé quelque chose. Non, il fait ça. Et c'est peut-être les choses qu'on connaissait déjà avant. Maintenant, ça c'est totalement une autre lumière, une autre manière. Ça signifie irritation. Alors la question est, à chaque homme, wie gehst du mit Irritation um? Comment tu traites tes irritations? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu dis non, ça ne doit être... il dit, peut-être je peux un peu ouvrir mon horizon. Aussi trouver de nouvelles antennes en moi. Et je crois que c'est la seule, pas la seule, mais c'est une raison d'encore écrire de la musique. D'inviter une société qui est toute plus ou moins manipulée par des idéaux de beauté, ou de virtuosité, ou du Spaß, fun. Alors, offrir une chose qui erinnern den anderen, to remember. De se souvenir. Alors qu'ils sont des créatures qui sont capables d'avoir esprit. Esprit dans le sens créatif et pensée, mais un pensée qui sait les limites du pensée. Parce que les choses réelles sont allées de la langue. Et si on est de telle manière, ça peut, normalement, ça sera une irritation. Et alors, quelquefois, dans les films, j'ai dit, les gens qui jettent les portes dans ma musique en sortant, ils l'ont bien compris. Et les autres, c'est musique contemporaine, il faut être toujours comme ça. Non, ils n'ont pas compris, mais au moins ils ont été irrités. Alors, Philippe Manoury, vous avez une quinzaine d'années d'écart, tous les deux en génération. Quand avez-vous entendu pour la première fois, découvert la musique d'Helmut Lachenmann? J'ai posé la même question à Gilbert, donc il peut se préparer. Et surtout, quel rapport ça a pu avoir avec les recherches qui étaient les vôtres à ce moment-là, au moment où vous avez découvert cette musique? C'est rare de pouvoir poser cette question à deux compositeurs, trois compositeurs. Je veux d'abord dire que je suis très heureux d'être avec lui, parce que pour moi, c'est un grand frère.
Pour moi, Larenman, c'est le grand frère que je n'ai pas connu avant les années 80, puisque ta musique, je l'ai connue par Peter Ludwig, quand il a joué Mouvement voor de Herstellung à l'ensemble intercontemporain. J'ai écrit la note de programme. Pour faire une interview avec Oui, oui, c'est ça. Et donc, la musique de Helmut n'était pas jouée avant les années 80. En Allemagne, si, mais en France, pas du tout. Et alors, quand je dis que c'est un grand frère, pour moi, c'est un grand frère qui a voyagé très loin et qui est revenu et qui parlait une langue tout à fait nouvelle. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, mais j'en croyais pas mes oreilles. C'était quelque chose que je n'avais jamais entendu. Mais vraiment d'un trait inouï, au sens étymologique du terme. Parce que j'ai découvert dans la musique de Helmut toute la synthèse de tout un héritage récent, que ce soit la musique concrète, que ce soit les expériences instrumentales qu'on faisait, par exemple Globocar, et même des choses qui étaient plutôt proches du domaine de la performance, de l'improvisation, où on essayait d'utiliser les instruments d'une autre manière. Et donc c'était un univers qui était un peu sauvage, qui était un peu seulement expérimental. Mais l'expérimental ne fait pas tout. Ça. Et ce que j'ai trouvé d'extraordinaire avec la musique d'Helmut, c'est qu'il y avait une véritable attitude compositionnelle. Il a pris tout cet héritage sonore qui se cherchait et il lui a donné un sens. Il lui a donné un sens. Et ça, pour moi, c'était vraiment la grande leçon. C'est vraiment la grande leçon parce que j'étais habitué, alors la musique que je connaissais à l'époque, c'était évidemment Boulez, Stockhausen, Nono, Xenakis, mais cette musique-là, on ne la connaissait pas. Et donc c'était, évidemment, en France, il y avait beaucoup les spectros grisés, Muraille, ça on les connaissait parce que c'était joué. Oui, là c'était vraiment l'époque. Voilà, c'était l'époque où cette école commençait à naître, mais la musique de Helmut, on ne la connaissait pas. Et là, il y avait vraiment un choc. Il y avait vraiment un choc parce que ce que je trouve, moi toujours, et je réécoute même cette musique parce que je réécoute beaucoup de ce que tu as fait. Et alors au disque, c'est extraordinaire. Parce que quand on la voit en concert, on voit les musiciens qui jouent. Et leurs gestes ? Leurs gestes, et puis on arrive à comprendre. Quand on l'écoute au disque, on ne sait pas quel instrument joue. C'est-à-dire que les violons font des sons qui se rapprochent de la clarinette, quand ils font avec le souffle. Et ça crée des liens entre les instruments. C'est-à-dire que les grandes familles instrumentales, les bois, les cuivres, les percussions et les cordes, arrivent à parler la même langue, mais à un point de synthèse qui était totalement inconnu avant. Et ce qui fait qu'on a une impression de cette musique dans laquelle, et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que c'est là où je trouve que l'esthétique est très forte, on n'arrive pas à l'analyser, on n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Mais on est tellement séduit par ce monde qui est totalement cohérent, mais on ne sait pas dire « Ah tiens, là c'est une clarinette, là c'est une flûte, là c'est une percussion ». Tout ça, c'est une chimie qui est tellement bien agencée et que tu es le seul à le faire. Et moi, j'avoue, quand j'ai écouté ça dans les années 80, mais ça m'est tombé dessus comme quelque chose de vraiment extraordinaire, quoi. Et alors, ce qu'il y a, c'est que ce plaisir d'écouter de la musique de Helmut, c'est un plaisir qui est constamment renouvelé. C'est-à-dire que je connais beaucoup d'œuvres, je ne veux pas citer de nom, mais d'œuvres qui m'ont beaucoup frappé, la première écoute ou la deuxième écoute. Et quand je les réécoute, bon, c'est toujours agréable, mais je les connais, je comprends comment ça marche, et le mystère disparaît. Avec Helmut, le mystère ne disparaît pas. Voilà. Ça arrivera, mais je serai peut-être plus là à ce moment-là. Alors j'ai une question bien difficile pour vous, hein, Gilbert. C'est que c'est une autre génération encore avec vous, vous êtes plus jeune. Alors là, je vais vous demander de comparer les deux par rapport à votre perception, c'est-à-dire dans votre génération à vous, c'est-à-dire la musique de Philippe Manoury qui est tout autre, et la musique de Helmut Larenman sur votre génération, et vous en particulier. Comment vous les distinguez? Qu'est-ce que vous retenez de l'un et de l'autre? Je dois dire que je suis autant fasciné par la musique de Philippe Manoury que par la musique de Helmut Larenman. Et la musique de Philippe, en fait, je l'ai découverte
à l'IRCAM, presque, on ne se connaissait pas encore. Et moi, j'étais, au début des années 90, j'étais à l'IRCAM déjà en tant qu'étudiant. Et la nuit, je travaillais dans les studios. Et un soir, j'ai trouvé une cassette DAT. J'ai écouté et puis c'était Pluton avec les sons électroniques et ça m'a quand même fait un effet assez étonnant et donc voilà, en tant qu'amoureux déjà de la synthèse des sons électroniques, pour moi c'était vraiment très très mystérieux de pouvoir écouter, de voir comment les sons électroniques étaient mis sous une forme compositionnelle très forte, qui plus est pour accompagner donc une partie instrumentale. Et concernant la musique de Helmut Lachenmann, ça a toujours été donc que j'ai découvert un petit peu après, et je pense très certainement avec Pression pour violoncelle, ça a toujours généré des images très fortes pour moi. Et comme j'ai quand même un passé scientifique aussi, et d'où mon intérêt vraiment pour très très passionné pour les sons électroniques en rapport avec leur équilibre spectral et leurs constituants. Quand j'écoute Pression et la musique de Helmut Lachenmann, j'ai toujours ces images où on a une forme de... on voit l'instrument jouer, mais c'est comme si on effaçait toutes les composantes harmoniques d'une certaine manière, et qu'on arrive à jouer sur un instrument en oubliant d'une certaine façon les hauteurs, mais en gardant tout ce qui est derrière. Et hier, quand j'écoutais la fantaisie en fa mineur de Schubert, donc de Schubert, j'étais complètement absorbé par la sonorité du piano. Un piano Erard avec les résonances qu'on entendait à la fin des accords. Tous ces sons, peut-être presque les erreurs finalement de l'instrument, mais qui sont si importantes et qui sont aussi les éléments que je retrouve et que j'aime beaucoup, que j'adore dans la musique de Helmut Lachenmann. Tous ces éléments bruités qui accompagnent le son, et si on efface un peu toutes ces composantes plus harmoniques, on retrouve ça, et alors il y a toute une force compositionnelle qui apparaît avec cette musique et qui emmène l'imaginaire très loin et qui a toujours créé des images très fortes pour moi. Alors oui, c'est fou parce que là, on parle d'expression, et d'ailleurs, M. Lachenmann a débuté la discussion en parlant de l'expression, en parlant de Schubert. Et je reprends une phrase que vous disiez, Helmut Lachenmann, c'est le but de redécouvrir la musique, mais en laissant les gestes sociaux de côté, mais pas les affects, pas les effets. C'est laisser l'héritage du contexte social de la musique, mais pas les affects de la musique. Là, je crois qu'on est un peu dans ce que évoque Gilbert, non? Alors, on parle de l'expression. Oui, de l'expression. Oui, parce que on demande. J'ai presque toujours dit la même chose. Expression, c'est ça qui résulte à l'autre côté de ce que je travaille. J'ai fait avec... Je ne sais pas si... Maintenant, c'est un peu arrogant que Johann-Sebastian Bach, quand il a écrit ses chorales, était pensé à une Ausdruck. Il a fait son meilleur, comme son métier, il a fait les chorales, et mon père, il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit, je n'ai pas pleuré. Il a travaillé si conséquemment avec ce matériel. Il a pas seulement travaillé, il a changé. Et un compositeur, selon moi, il ne devait pas penser à l'Ausdruck. C'est ça qui arrive là. Et même, il a, de nouveau, peut-être de là, temps plus romantique, on a se rendu compte que ça peut être expressif. Et alors,
il y a des musiciens qui ont fait des spéculations avec ça. Alors il a déjà une sorte de technique de contrôler l'Ausdruck. Mais pour moi, c'est plus ou moins une sorte de standardisé. Quelquefois, j'ai dit des choses de nouveau un peu idiotes, peut-être. J'ai dit, un compositeur n'a rien à dire. Il a à faire quelque chose. Et ce qu'il fait dira beaucoup plus ce que le compositeur peut savoir. Même on sait bien que Mahler, à la fin de la 6e, il s'est mis à pleurer. Il a travaillé 6 ans, 2 ans à la 6e. Il n'a pas pleuré, il a travaillé. Il est heureux. Et je crois dans la Matthäus Passion de Bach, il était heureux. Et ce qui se passe, qui touche tellement, et ça, il touche parce que le compositeur, il a seulement tout donné, toute son énergie à ce qui se passe. Par ma musique, j'ai dû seulement une chose. Je suis encore un peu, si je suis sincère, envieux de Philippe. Alors dites-nous. Parce qu'il a vraiment, je m'excuse, une sorte de savoir composer. Et chaque pièce, pour moi, est quelque autre chose. Ça, c'est ce qui compte. Quelquefois, il y a des pièces, par exemple, grand compositeur, Paul Hindemith, ce sont des bonnes pièces, toujours. Mais l'expression est un peu musicantique et comme ça. Il y a pas mal de... Parce que mon professeur, mon lehrer, Luigi Nono, il a détesté plus ou moins la musique française. Ce sont tous des figuratifs, ce sont des... à moi, il a dit jamais un trill. Un drill, c'est pas François Couperin avec cette musique pour le roi de courtisan. 14. Et Boulez, c'était pour une musique totalement figurative. Comme ça. Il a dit seulement des sons. Et moi, j'ai trouvé que cette musique, même du Boulez, c'est plus sérieux, c'est plus expressif. Une pièce comme Rituel est totalement expressif. Et comme ça, et peut-être il y a pour moi jamais, j'ai fait une pièce, un opéra assez triste. La petite fille aux allumettes. La fille aux allumettes. Il n'y a rien de triste là-dedans. C'est plus ou moins sereine. Et parce que c'est sereine, on est touché. Si je suis sereine, là, tu veux que je suis maintenant ému ou quelque chose comme ça? Non. Grève. Quel Streik? Il est en grève, oui. Je ne vais pas. Je suis un Schwäbisch, très sobre. Mais alors, donc, on a bien compris qu'on parle du sens et pas de la signification, donc de la musique, bien sûr. Et donc, j'ai une question là plus historique pour Patrick Hahn. Est-ce que dans la musique de Helmut Larenmann, que vous connaissez bien, et d'ailleurs vous connaissez le compositeur depuis 2004, vous me disiez, vous avez entendu plusieurs fois de ses œuvres au concert, celle de Philippe Manoury aussi, puisque à Cologne, de grandes œuvres d'orchestre, la trilogie, n'est-ce pas, ont été créées dans la salle de l'orchestre dont vous vous occupez à Cologne, donc vous connaissez bien les deux maîtres ici présents. Est-ce qu'on ne toucherait pas, avec la musique d'Helmut Larenmann, à l'essence? Parce qu'on était au sens, on parlait du sens de l'expression, n'est-ce pas? Du sens musical, purement musical, qui n'est pas forcément, qui ne renvoie pas une signification. D'où l'exemple de la musique romantique donné par M. Larenmann. Mais est-ce qu'on ne serait pas là même en deçà du sens, dans l'essence, puisqu'il isole chacun des paramètres pour en faire un tout finalement. Il isole les paramètres pour les questionner, pour les interroger, mais sans jamais disséquer, n'est-ce pas,
le son lui-même, qui fait partie de la forme, qui fait partie de tout. Mais on touche quand même à quelque chose qui est avant même presque l'écriture musicale, non? Oui, je pense Philippe Manoury, il a déjà très bien écrit la sensation qu'on peut avoir, qu'on ne sait plus quel instrument joue. Et une des phrases importantes, et Helmut Lachmann, c'est surtout composer, c'est créer un instrument. Et c'est peut-être la raison pourquoi on doit toujours découvrir l'instrument de nouveau, parce que aussi, je pense que c'est aussi le défi de Helmut de créer pour chaque œuvre un nouveau instrument, n'est-ce pas? Et ce qui me fascine, tu dis, c'est l'essence à laquelle on touche. Oui, mais c'est vraiment l'essence de l'expérience soi-même. Parce que souvent, il nous met devant aussi tous nos réflexions, tous nos préjugés, tous nos expectations, tout ce qu'on attend de ce que c'est la musique. Et on peut vraiment revenir dans un état très naïf en vraiment entrant dans le son. Et ça, c'est des situations qu'il sait créer avec ses œuvres. Si je peux citer peut-être un exemple célèbre, c'est Tanzsuite mit Deutschlandlied, une pièce pour quatuor à cordes et orchestre. C'est une pièce qui était un scandale à la première. Et c'était un scandale parce que les gens, même bien que c'était créé à Donaueschingen, il y avait beaucoup de monde dans le public qui n'aimait pas qu'il y avait un quatuor à cordes qui jouait que des bruits, tout pianissimo, un son. À quelle époque, là, Patrick? Dans le 80, 1980. Et on arrivait même dans la situation que le compositeur se levait devant le public et demandait au chef d'orchestre, Sylvain Cambrelin, « Sylvain, je vous prie de recommencer ». Et Sylvain, il a fait ça et c'était le moment où le public se taisait. Mais il arrive à vraiment créer des situations. Et hier soir, beaucoup de vous étiez là et je me souviens bien du mot que Helmut a dit à tout le monde après Toccata, c'est vous qui avez créé la pièce. Et c'est le moment essentiel que je pense qu'il cherche à créer et que nous pouvons tous créer. C'est vraiment créer une situation d'écoute. Et c'est pour ça que je dirais oui, ça touche à l'essence de ce que c'est l'art. Donc il se fait forcément avec le public, avec un public, hein, c'est-à-dire pas l'œuvre sur la partition. Et Philippe Manoury, qu'est-ce que vous pensez de cela? Comment vous agissez par rapport à l'attente de la salle ou par rapport, on sait bien, vous l'avez écrit, vous composez d'abord, non pas pour vous, mais pour l'évolution des formes elles-mêmes par rapport à votre trajectoire, n'est-ce pas? Avant tout, c'est votre trajectoire qui va porter l'œuvre suivante et pas forcément ce qu'on attend de vous. Hein, ça, vous l'avez écrit, vous le dites. Néanmoins, comment prendre en compte le moment présent, enfin le moment qui va se dérouler au moment où l'œuvre sera créée? Alors c'est très difficile. Oui. Comment prendre en compte cette dimension-là? C'est très difficile puisque l'œuvre nous échappe quelque part quand on l'écrit. C'est-à-dire que moi quand je compose, je sais, toi aussi je pense, je sais pas, c'est-à-dire qu'on est tellement absorbé par le faire, le matériau qu'on a, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment est-ce qu'on veut l'orienter, que c'est tout un processus mental qui se met en place. Et on essaie évidemment moi je suis obsédé par la forme par exemple, c'est-à-dire j'espère qu'il n'y ait pas trop de longueur, que ce soit suffisamment surprenant, enfin il y a plein de choses, mais après la réaction de la salle, la réaction du public, c'est très difficile de la prévoir. Parce que des fois, et même ma propre réaction, des fois il m'arrive à l'écoute d'une de mes pièces, surtout pour les premières, parce que je ne réécoute pas mes pièces en général, mais quand elle est jouée pour la première fois, d'être déçu par quelque chose que j'attendais, et au contraire d'être surpris par quelque chose que je n'ai pas consciemment voulu, mais le résultat m'a amené quelque chose qui est
qui m'apparaît très intéressant et donc que je vais peut-être réutiliser et perfectionner dans une pièce ensuite. Mais pour revenir à la musique de Helmut, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que je trouve que c'est vraiment une musique du présent. C'est-à-dire que il y a la texture des sons telle qu'elle est exprimée demande une écoute active. Et c'est une musique vraiment de l'écoute. Alors je trouve que c'est très important en ce moment où on vit une période où les gens, je m'excuse de le dire, mais perdent un peu l'habitude d'écouter. C'est-à-dire qu'il y a trop de... L'écoute n'est pas assez développée. On n'apprend pas assez aux gens à écouter. Et pas uniquement la musique de la Ramelin, mais la musique de n'importe quel autre type de musique. C'est-à-dire porter son attention sur la texture sonore et aussi sur la structure, évidemment, mais apprendre à écouter. C'est-à-dire que ne pas juste se laisser bercer par quelque chose, mais avoir une écoute active et être en éveil. C'est-à-dire, c'est comme quand on lit un livre, bon, si on le lit en pensant à autre chose, c'est pas la peine. Et la musique, il faut quand même arriver à garder une attention sur le présent. Et là, je trouve que la musique de Helmut favorise cette acuité sur le présent. C'est-à-dire qu'on est enfin moi en tout cas, quand je l'écoute, je suis tout le temps en éveil de ce qui va se passer. Je ne décroche pas. Donc il y a un présent qui est très fort. Oui, écouter et entendre. Parce que en allemand, la langue allemande, on parle du Zuhören et du Hören. Et Zuhören, c'est ça qui se passe maintenant. Tout le monde, plus ou moins, parle le français. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Mais je suis parlant comme ça. Alors, comme ça, vous commencez à écouter. Qu'est-ce qui se passe? Et même dans la musique de Haydn, les gens, ils connaissent déjà la langue. Alors, même s'ils ne connaissent pas cette symphonie ou une autre, ils ont déjà les antennes prêtes pour ça. Alors, c'est toujours un peu embrasser Haydn ou embrasser Schubert, comme ça. Mais maintenant, il ne doit pas seulement zuhören. Il doit contrôler ce qui se passe dans ce moment-là. Et cette manière de... Moi, parce que quelquefois, je dis, qu'est-ce que vous direz au public? Je dirais, on peut pas entendre, on peut écouter, on peut percevoir quelque chose. Mais on peut faire autre chose. On peut observer. Observer ce qui se passe maintenant. Alors, on observe, parce que moi, j'ai ma structure, la musique a une autre structure. Alors, les deux structures, alors, il y a des choses qui sont sympathiques, des choses qui sont allergiques, là, comme ça. Et observer ce conflit ou cette consonance avec l'autre. Ça veut dire qu'on commence aussi à observer soi-même. Et on commence à découvrir, on peut observer soi-même. Ça veut dire on devient une autre personne après ça. Et cette situation, pour moi, chaque concert, c'est une chance perdue si on essaie de créer cette situation. Par exemple, une pièce de Philippe, pièce Gilbert, que je ne connais assez, oui. Il faut le jouer ou deux fois. Le premier, vous êtes dans un jungle. Deuxième, vous avez déjà les antennes, alors vous pouvez beaucoup plus comprendre, bon, vous pouvez savoir. Ou c'est trop long, si tu fais die letzten Tage der Menschheit, pas le même opéra, mais une partie seulement, quelquefois. Voilà, ça c'est la manière comme ça c'est bon. Et dans ce moment-là, pas mal de gens qui ont été sans orientation, au moins ils savent plus pourquoi ils l'aiment ou parce qu'ils détestent ça. Cette situation, toute la praxis de réception aujourd'hui, on fait le Haydn pour faire plus chaud, les musiciens. On attend mais les pianoconcertos de Tchaïkovski ou de Beethoven ou tout ça. Et à la fin, on fait la symphonie. Ou on fait, comme si une nouvelle musique au milieu, comme les deux pains.
méthode, oui. Ok, pourquoi pas, on peut faire. En tout cas, je crois, mon fils, il était à Carnegie Hall. Il est toujours allé au concert. Là, c'était un concert. À Carnegie Hall, c'était une série de concerts des dames très riches. Alors, il a fait un concert toujours avec Sibelius, qui est bonne musique, j'aime beaucoup. Dvorak, Tchaïkovski, très bonne musique, mais toujours créant des idylles pour eux. Ils l'ont déjà connu, ils vont de nouveau avoir cette sorte d'idylle. Alors on a invité Pierre Boulez. Alors il a fait, dans le même temps, La mer de Debussy. Une idylle, oui. Mais il a aussi fait une autre pièce, peut-être aujourd'hui c'est devenu aussi, peut être une idylle, c'est le Sacre du printemps. Et au commencement de la deuxième partie, il est venu sur le podium, comme ça mon fils m'a raconté, il a dit, cher public, écoutez seulement ce que font les contrebasses au commencement de la deuxième partie. Alors il a dirigé seulement ce contrebasse. Après, regardez bien la flûte basse avec les pizzicato des violoncelles, seulement ça. Et les dames ont été si heureux. Ils étaient enthousiastes parce qu'ils sont fiers de eux-mêmes. Parce qu'on a des antennes pour regarder de l'anatomie de cette son, pas seulement comme ça. Et la dernière chose, parce que créer un instrument, c'est une métaphore, au fond. J'ai essayé Kinderspiel est un autre instrument que Guerrero, et comme ça c'est clair. Mais c'est à cause de ce matériel. Mais la pastorale de Beethoven, ce sont les mêmes musiciens qui sont assis. Et si vous écoutez la septième, c'est un autre instrument. Et si je vais dans une salle, un piano concerto, et je vais le vol tempéré de clavier de Bach, c'est animal avec les dents blanches et noires. C'est un autre instrument si je fais un Chopin. Ça veut dire quoi, un matériel totalement. C'est par exemple, quand dit Philippe, je dois avouer ça, on m'a invité quelquefois à IRCAM, parce qu'il a pensé que je fais des musiques électroniques. Je ne peux pas faire. J'essaie. Mais j'ai écouté tous ces Jupiter, toutes ces choses-là. Et ça m'a fait incroyable envieux. Parce qu'il, pour moi, elle est seule. Stockhausen, les premières pièces, très bien. Après ça, c'est toujours électronique. Les sons ne sont pas plus dangereuses. Tout ça vient d'un haut-parleur. C'est intéressant. Et lui a fait des combinaisons même les sons électroniques deviennent une chose corporelle. Comme ça, mais pour un public, cette idée des dernières choses. Une fois, j'ai choisi, et ils ont été tout choqués, j'ai choisi la Alpensymphonie. J'ai une carte blanche, Alpensymphonie. Tu es fou. Richard Strauss. Richard Strauss, cette bourgeoise touriste, c'est pour un homme qui est comme ça. Mais j'ai écouté ça et il a donné des Überschriften, des titres à chaque. Et c'est une partie qui a des Irrwege gestrüpp. Irrwege. Hors piste. Oui. Et j'ai écouté dans ce temps-là, par la 100e fois, la Kammersymphonie de Schönberg. C'était écrit, je crois, 3 ans avant. Oui. Et ça, c'était. Et j'aimerais bien avoir cette. Parce que c'est presque la même chose. Presque, parce que Strauss, il a eu des übermäßige Klänge, tu sais, übermäßig. Do, mi, sol dièse. Oui, la quinte augmentée. Oui, et Schönberg a pris des quarten. Ouais. Oui. Alors un concert avec tous ces deux pièces, un après l'autre. La musique de Schönberg pour Strauss était opération. Oui. Et comme ça, on comprend beaucoup. Et il faut regarder avec les oreilles dans l'anatomie, dans la structure.
Et ça sonne si intellectuel, mais c'est des choses qui, au fait, je peux regarder cette table avec, je vois la relation avec ça et avec ça, des autres choses, et au sous-rectangle, comme ça. Les enfants, ils peuvent faire ça. Et on peut donner cette coutume, on a une autre manière de parler de la musique. Parce que c'est beau, c'est intéressant, ou c'est ennuyant. Ennuyant qui? Angela Merkel ou Donald Trump ou Ronaldo? Qui ennuyant? À moi, pas, peut-être. Alors, ça, pour moi, c'est très important pour la réception de musique. Oui. Alors je crois que ce genre de moment, on l'a vraiment ressenti pour ceux qui étaient là hier avec la tocatina que nous avons entendue à 2 reprises. Et puis il y a bien sûr tout au long de ce festival une quinzaine d'œuvres de Helmut Lachenmann qui seront interprétées, avec notamment, il faut vraiment le souligner, l'intégralité de ces quatuors à cordes, donc les 3 quatuors à cordes qui seront donnés par le quatuor Diotima. Je crois que c'est assez exceptionnel évidemment de les avoir au concert. Alors je vais me diriger vers vous à présent puisqu'il nous reste quelques minutes et donc l'idée c'est effectivement de pouvoir poser vos questions au maestro ici présent et à Patrick Hahn. Donc n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser, des remarques à faire, un échange à établir? Nous avons tout le temps pour ça et nous sommes dans l'instant créé par Monsieur Lachenmann. J'aurais une question à poser à Philippe. Philippe, on dit que tu es l'héritier de Pierre Boulez, quelque part, et tu nous as dit, là, ton admiration pour Helmut, pour son œuvre. Est-ce que pour toi, ils sont sur certains points semblables ou est-ce qu'ils sont tous les deux très dissemblables, Pierre Boulez et Helmut Lachenmann? Vis-à-vis de moi? Non, pour moi. C'est-à-dire qu'ils sont... quand j'ai découvert la musique de Boulez, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Donc j'étais une éponge. J'étais très perméable. Et donc j'ai tout de suite pris cette musique. J'ai essayé de l'imiter, je l'ai analysée, je l'ai étudiée. Donc à un âge où j'étais pour eux. Quand j'ai découvert la musique de Helmut, j'avais 30 ans, j'avais à peu près le double. Donc j'ai pas dit que j'avais une texture d'hippopotame pour autant, mais je n'étais plus aussi façonnable, quoi. Mais ensuite, comme on n'arrête pas d'évoluer, si je n'avais pas connu la musique d'Helmut, la musique que je fais aujourd'hui serait différente, ça c'est sûr. Donc c'est une seconde influence, mais je ne peux pas dire que je suis vraiment dans la continuité de ce qu'a fait Helmut, puisque je crois que quand j'ai découvert la musique, j'étais déjà sur ma trajectoire, mais c'est une trajectoire que je pensais qu'elle allait faire comme ça, et elle a fait comme ça. C'est-à-dire qu'elle a bougé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux dire, la découverte de cette musique pour moi a été un tel choc que j'ai voulu savoir comment ça se passait. Et donc, il y a tout un tas d'éléments sonores que j'ai découverts dans cette musique qui, évidemment, m'ont influencé. Ça, c'est tout à fait réel. Mais ce n'est pas venu exactement de la même manière que c'est venu avec la musique de Boulez, qui était quelque chose que j'ai connu, disons, dans un âge beaucoup plus tendre, si je peux dire. Non, mais si vous voulez vous déplacer. Oui, bonjour. Moi, je me posais la question de est-ce que vous auriez des idées pour donner des clés, sensibiliser, on va dire, les élèves des conservatoires à la musique contemporaine, à votre musique, Helmut Lachenmann, et à la vôtre, Monsieur Manoury, parce que c'est vrai que c'est une question que je trouve importante en tant qu'enseignant. Voilà, parce que c'est une musique qui, comme vous l'avez dit au tout début, qui est pas forcément toujours bien reçue parmi les publics des élèves de conservatoire.
Et je considère que c'est vraiment important de lui donner une place dans les cours. Mais voilà, si vous avez des idées ou des œuvres pour lesquelles on pourrait commencer, je trouve, voilà, ça m'intéresse. Merci. Merci monsieur. Et d'ailleurs, je signale que Helmut Larenmann a donné une masterclass au Conservatoire de Nîmes avant-hier. Non, vous dites non? Comment? Ah, c'était une conférence, voilà. Ah voilà, c'est ça. C'était pour signaler qu'effectivement, la volonté du festival, c'est que les compositeurs invités soient en relation avec les jeunes. C'était juste l'occasion de pouvoir dire cela. Alors les commençants, j'ai envie de répondre moi déjà à la place les antennes. Hein, c'est-à-dire Helmut Larenmann parlait d'ouvrir les antennes, donc disposer les jeunes à déjà être en alerte avec ce qu'on va leur proposer. Peut-être il faut à moi écouter pièces brèves, mais 2. Pas seulement 1. Parce qu'on me met dans le coin, il fait des bruits. Voilà. Je suis un noise maker. Et je ne suis pas. Je ne sais pas. Je ne le suis pas. Il y a, par exemple, hier c'est de la pièce pour piano, Kinderspiel. Il a peu de bruit, oui. Il a aussi Guerrero qui a pas mal de bruit, oui. Je crois on peut, selon moi, pour les jeunes, pour les enfants, pour moi, j'ai un exercice que j'aime beaucoup moi-même parce que c'est une grande aventure, c'est la contracadence. La contracadence, c'est une pièce avec orchestre, mais il y a des situations, par exemple, au commencement, l'egno saltando, toutes les choses qui tombent. Alors il a de petites teller, assiettes, il a des choses qui... Alors c'est une chose qu'on entend tout le jour. Et il a une autre chose, il a une vanne, un bagnot de zinc, il a de l'eau là-dedans. Alors si les gens, ça frappe contre alors on entend des sons. Il y a aussi très radio. Et comme un bawa d'un trombone, on ouvre la radio. Alors on peut par exemple écouter, je ne sais pas si c'est Bach, oratorium de Noël. C'est toujours interrompu. Et comme ça, ça a une manière que si tu prends un verre très précieux et le laisses tomber ici, ça capote. Et tu écoutes un rythme et même des fréquences. Et tu te dis, bah, c'est de fa dièse. On dit, ok, c'était très cher. Oui, oui. Ou si je donne avec les nadles, qu'est-ce que ça veut dire? Si je donne à lui, c'est une tierce trop bas. Il fait. Alors, de comprendre qu'on n'écoute pas seulement musical, on écoute ce qui se passe. Et ça peut être quelquefois intéressant. C'est une expérience qu'on a déjà accoutumée, mais maintenant, on peut... Par dernier exemple, j'ai fait de l'opéra. Il a la situation que la petite fille qui est totalement froide, elle est seule sur la rue, et elle a des fiammiferi, des allumettes. Il faut allumer. Alors, parce qu'elle a si froid et personne ne veut acheter rien, elle fait... C'est écrit dans le conte de Hans Christian Andersen, Rich. Alors, Rich est... Maintenant, je peux faire une famille de Rich, par exemple un Guerrero. Ou je prends quelque chose au lot de piano, lot de comme Guerrero, Rich. Ou quelquefois, je dis on peut allumer le piano parce que je pousse la pédale et faire sur les cordes. Alors, quand
comme ça, on commence à écouter pas intellectuellement, mais le corporel. Si. Et puis, que ce n'est pas seulement naturalistique, mais il y a un contexte. Vous savez, le riche avec le güero et le riche avec que je peux aussi chanter. Ce sont tous des frères de cet élément. De cette manière, ça donne peut-être un accès très pratique. Et le reste, il faut être... Je dois dire, j'ai été professeur pas pour les compositeurs, mais pour les étudiants qui devaient aller dans l'école, comme vous. Et j'ai dû aller, jamais j'ai fait ça. Mais mes étudiants, j'ai dû aller dans l'école, étaient assis, et ils parlaient de Mozart, ils parlaient de compositeur, et je dois donner mes commentaires. Alors il doit une fois faire pour nous. Alors j'étais peur. Pour les enfants, ils sont des 11 heures, 12 heures, quelque chose comme ça. Je suis allé dans sa classe et tous les étudiants autour. J'ai pris les pièces de Stockhausen, 1 à 4. Et j'ai risqué. Maintenant, vous écoutez la musique la plus belle du XXe siècle. Ce n'est pas beau. Il fait quelque chose, je ne sais pas où, ou ne sais pas où, comme ça. Moi, je peux faire la même chose. Alors, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui est beau pour vous? Adamo, Nena, tout ça. C'était totalement raté. Les étudiants étaient très heureux. Mais j'étais totalement déprimé, c'est clair. Alors, j'ai dû aller une deuxième fois. Et après 4 semaines, on m'a donné la possibilité de faire moi-même. Alors, j'ai fait une chose très risquante. Il y a un film, Fanfan der Hussard, de François Truffaut. Il y a la Gina Lollobrigida. C'est beau. Femme incroyable, sexe, dans un costume de turc, comme ça. Et j'ai pris une autre fois avec Albrecht Dürer, sa mère. C'est une femme laide et avec peu de cheveux comme ça. Alors, dit, voilà, qui est plus beau? Vous savez que ce qui est beau. Personne n'a osé t'étonner. Vous êtes coward, feigling. Comment on n'a pas le courage? Pas de courage. Pleutre. Comment dit-on? Pleutre. Peut-être, oui. Vous n'avez pas le courage de donner leur réponse. Alors il avait dit, une fille avant moi, j'ai écouté, elle a dit à son neveu, la laide est la plus belle. Hein? C'est très beau. J'ai écouté très près ce que tu as dit. Tu as dit la laide est la plus belle. Comment tu peux dire ça? Alors il a dit, c'est seulement une photographie. Mais lui a fait sa maman avec ses mains. Ok, maintenant on peut de nouveau parler de la beauté. Il faut un peu provoquer les gens, comme ça. Et après, il commence à penser et devient un peu plus curieux. Et quelque chose comme ça, c'est... Ou, dernière chose que j'ai fait, c'est que Cage a fait, avec mes étudiants, on dit maintenant, c'est très difficile pour une classe, rester 5 minutes silencieux. Pas rire, pas comme ça, totalement. Et on prend un microphone avec un tape recorder, on va le recorder. Même pour les étudiants plus âgés, il a 18, 19 ans. C'est très... C'était pas facile. Et après ça, il y a un métro qui passe à l'université ou dans cette école
qui vient et s'en va, et il y a un chien qui vient, et il y a des choses. C'est tout enregistré maintenant. Et après, on a écouté 3, 4 fois. C'est devenu une pièce classique, avec le crescendo, avec les chiens et tout comme ça. Alors, maintenant, on prend un papier, enfin une notation. 5 minutes, ce sont 300 carrés sur un papier. Alors, on fait un crescendo, diminuendo pour le métro, et on fait quelque chose comme ça, pour le chien, comme ça. Alors, on a joué la pièce sur piano, et violoncelle, et saxophone, et comme ça. Et ça a vraiment changé la manière de se comporter. C'est pour moi beaucoup plus riche que écouter les partitions des jeunes compositeurs. Je voulais être toujours encouragé ou le contraire. Mais ça, pour moi, c'était une expérience vraiment très forte. Et comme ça, il faut un peu provoquer. Peut-être les parents, ils doivent venir. Vous ne devez pas faire. Mais il faut risquer ça. Merci infiniment. Peut-être encore une question ou une remarque? Oui, madame. Oui, bonjour. Vous avez parlé du contexte de 1968 quand vous avez écrit vos pièces. Je me demandais quel est l'impact des situations politiques dans la composition, dans la création de Philippe Manoury ou de Helmut Larenmann. Philippe, peut-être? Oui, il faut y réagir, mais on ne doit pas donner une réponse. Alors, j'ai connu pas mal d'oratoriums sur le Holocauste. C'est totalement idiote pour moi. Après, on voit ça, après, avec peut-être de musique électronique comme ça pour... De nouveau, il veut que nous soyons touchés comme ça. J'étais aussi membre de cette jeune en 68. Et de nouveau, mon professeur de Luigi Nono, il était à gauche. Il était un communiste, italien communiste, un peu différent que les autres. Et il a fait aussi musique avec les titres, le Canto Sospeso. C'est les lettres, les dernières lettres qu'on a exécutées, qu'on a tuées, exécutées. Mais il a aussi fait la musique comme se dit, Cori di Done. Je crois qu'il faut faire de nouveau de la musique totalement conséquente avec une manière comme normalement. J'ai dit toujours, une bagatelle de Webern, c'est beaucoup plus provocation pour la bourgeoisie qu'un oratorium comme ça. Vous pouvez aujourd'hui aller dans un film choc après la première explosion atomique, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va... la société, sans le admettre, est plein de peur. Et pour cacher, et pour... Attends, ils vont dans les films de choc ou ils font d'autres choses, tout le soi-disant entertainment est pour nous calmer de notre situation. Mais du moment quand on fait une pièce dans laquelle je vais provoquer avec mes coutumes, je commence à penser. Et cette situation est beaucoup plus provocante que vous devez. Un compositeur n'est pas un missionnaire, il n'est pas un prophète, il n'est pas même un philosophe.
Tous sommes des philosophes, plus ou moins dilettantes, ou des professeurs. Mais cette situation d'être totalement conséquent avec ça, et au plus, je ne sais pas, autre solution. Et je crois aujourd'hui, pour moi, la situation politique est beaucoup plus présente que dans ce temps-là. Parce que la société sait très bien, on s'approche au trou noir de la stupéfaction. Et on le sait, et on le fait. Et comment, de nouveau, Erinnerung, den anderen erinnern, qui est une créature qui a une responsabilité pour ça que j'appelle esprit. Moi, j'étais ami, plus ou moins, avec la Gudrun Ensslin. Vous savez qui était? Il y a la Baader-Meinhof-Gruppe dans les années 69, 68, 67. Et la Gudrun Ensslin est la fille d'un pasteur protestant. Et mon père, c'était leur chef, le décan. On habitait dans la même maison. Et elle était très chrétienne. Et à tous les fanatismes chrétiens, alors en Allemagne, on a fait les Notstandsgesetze, on a réarmement, de nouveau armé. Elle a essayé de combattre contre cette situation. Alors la police, elle a fait le Wasserwerfer et avec les paquettes. Alors elle a fait la petite fille à vous allumettes. Elle était une petite fille avec allumette. Elle est venue à Francfort. Elle a allumé un supermarché avec. Alors un samedi soir, c'est totalement pris. Seulement pour donner un signe à la société. Pas seulement de penser à la nouvelle richesse après la guerre, et parce qu'il y avait Vietnam, napalm, on travaille, tous les bananes républiques Afrique, Guatemala et San Salvador, et tous les Américains avec le CIA, ont tué à Chili, à Chili, toute cette situation, c'était dans celle-là. Et elle a combattu, elle est devenue criminelle, et à la dernière année de sa vie, parce que maintenant elle est morte, et on croit qu'elle s'est suicidée. Mais je ne connais pas mal de gens qui n'ont pas suicidé, qui c'était le CIA ou le Mossad d'Israël qui l'a suicidé. Parce qu'elle était si. C'est la fille d'un pasteur très bien éduqué, très grand éduqué. Elle a voulu le violon dans la salle pour de nouveau faire de la musique. Et Karl Marx, il a écrit, maintenant, ayant fait toutes les choses politiques, il faut se approcher à les problèmes esthétiques. Après, ça veut dire Mogadiscio, dans lequel on a fait, vous savez vous-même, cette situation. Alors, on a délibéré les passagers qui ont voulu, et alors dans la même nuit, elle était morte. Elle est totalement bien éduquée aussi culturellement. Il a savu qu'est important que c'est la culture. Et pour moi, aujourd'hui, pas ici chez vous, mais vous savez bien, même ce soi-disant entertainment, il y a une parole que j'ai maintenant, il y a un deuxième livre de mes textes, et la parole de magie. La magie veut dire être ensemble et être chargé avec les mêmes sentiments, être totalement hypnotisé d'une force majeure.
Et j'ai eu 7 ans quand j'étais à Stalingrad. Et j'étais assis à la radio avec mes parents. Et là, le ministre Goebbels, qui était le ministre de la propagande, il a parlé. Il a dit, les parents et les frères et les sœurs de ce jeune homme qui sont morts maintenant à Stalingrad, la 6e armée totalement capote, ils doivent être heureux et fiers de la grande idée par laquelle ils l'ont capoté. Et après, ça est venu la 5e de Beethoven. Et moi, j'ai eu 7 ans. J'ai voulu mourir pour mon Führer. Parce que la musique, on a pu employer la musique classique, pas pour ouvrir l'esprit, mais pour pas plus, je pensais, avoir le même sentiment. C'est ce que j'appelle magie. Et vous pouvez acheter la magie d'Apertou. Et moi, maintenant, le titre, j'ai dit, art, c'est la magie dominée par l'esprit. Parce que cette musique, sans magie, on ne peut pas faire de la musique. Mais ça doit être chargé d'une volonté créative. Dans ces moments-là, on ne peut pas, on ne s'arrête pas de penser. Ma pensée, c'est en même temps sentir et être plein de cette responsabilité. Et c'est la même chose que l'art peut faire. Et maintenant, je parle très, très privé maintenant, c'est déjà trop. Mais il a deux choses de la soi-disant démocratie. Il faut combattre pour la démocratie, mais il a 2 grands dangers aujourd'hui. La première, c'est la démagogie. Elle n'est pas interdite. Voilà, le Facebook, toutes ces choses-là, on peut faire stupide les gens très facilement. On peut mentionner. Et la deuxième, c'est la stupéfaction. Et la culture s'approche à cette manière avec l'entertainment. Je savais dans la symphonie avec Theodor Korentzis, la 9e de Mahler, c'est une variante de stupéfaction, de entertainment pour les gens les plus riches ou les plus comme ça. C'est pour moi un danger. Et ici, c'est le devoir politique d'un artiste. Savoir ça et y réagir de quelque manière. Si je peux interrompre, juste s'il y Non, a, je pense, parce que cette histoire que tu racontes, cette expérience comme enfance, tu l'as aussi mis dans un texte très important et qui peut aussi un peu rassembler toutes les positions de cet après-midi, parce que je pense que si c'est une chose que nous avons tous en commun, c'est qu'on cherche à créer des situations de l'écoute. Et comme je vois que Corinne a aussi ce livre formidable, parce qu'il y a aussi une traduction des textes de Helmut en français par Philippe Alabera et Martin Kaltenecker. Alors il y a un texte qu'il faut vraiment lire si vous vous intéressez pour Helmut, c'est l'écoute est désarmée sans l'écoute. Et c'est ça ce que tu avais décrit maintenant. Alors, Armand, notre écoute en écoutant, et c'est ce que je voulais seulement rajouter à ton discours. Merci beaucoup, Patrick Anne. Merci infiniment, Helmut Lachenmann. Je suis sous les mots sans moi. Philippe Manoury et puis Gilbert Nuno. Ce livre, c'est le fameux livre avec la préface de Martin Kaltenecker et la traduction aussi des écrits et entretiens de Helmut Lachenmann aux éditions Contre-champ, c'est à Genève. Patrick, je vois que vous avez un gros livre rouge. Ah oui, ça c'est le premier livre des textes en allemand. Alors voilà pour les germanistes. Donc il y aura des suivants, c'est ça, des écrits de Helmut Lachenmann? Sont déjà traduits là, donc en langue française. C'est donc celui-ci. Je vous donne rendez-vous tout au long du festival. Dès ce soir, à 20h, donc, nous serons au Pont des Arts, dans la nouvelle salle, j'ai dit quoi? Au Pont du Gard, merci, à l'auditorium Pitot.
C'est la salle qui se trouve là-bas au pont du Gard, avec 2 grandes œuvres. Tout d'abord, l'Allegro sostenuto de l'Aronman, qui est un trio, qui sera interprété par le trio Catch. C'est un trio basé à Hambourg, qui a déjà une 11aine d'années d'existence. Très, très bon trio de clarinette, violoncelle et piano. Et puis ensuite, nous écouterons l'Octuor de Schubert par les solistes de l'ensemble de l'orchestre Les Siècles, qui seront donc en formation de chambre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon festival à toutes et à tous, et donc à tout bientôt avec la musique.